T'as déjà vécu ça? Tu t'installes à ton bureau, café chaud, bureau rangé, tout est parfait. Tu ouvres ton cours, tu lis la première phrase, et là, ton téléphone vibre. Juste un message. 20 minutes plus tard, tu regardes des vidéos de chats qui tombent dans des piscines. Tu te ressaisis, tu reprends. Deuxième phrase. Et là, ton cerveau te dit: Au fait, est-ce que t'as vérifié tes mails? Et si tu prenais un autre café? Et est-ce que la Joconde a vraiment pas de sourcils? 1 heure passe. Tu as travaillé. Mais t'as rien retenu. Zéro. Et le pire dans tout ça, tu penses que c'est ta faute, que t'es flemmard, que t'as pas assez de volonté. Mais voilà ce que personne ne t'a jamais dit. Ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème de câblage. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement pourquoi ton cerveau sabote ta concentration et comment le forcer à rester focus pendant des heures, sans effort, sans caféine excessive et sans te transformer en moine bouddhiste. Méthode prouvée, testée, et elle va changer ta façon de travailler pour toujours. Ce que tu vas apprendre dans cette vidéo, c'est ce que les neuroscientifiques appellent le Deep Focus Protocol, une série de techniques utilisées par les chirurgiens, les traders haute fréquence, et oui, même certains athlètes de haut niveau français, pour maintenir une concentration maximale pendant des heures d'affilée. Pas de gadgets, pas d'appli payante, pas de hack de biohacker américain que t'es obligé d'adapter à ta vie parisienne chaotique. Juste de la science. Et un système qui marche. À la fin de cette vidéo, tu auras un protocole en 6 étapes que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Que tu sois étudiant en prépa, en fac, ou que tu bosses depuis un bureau open space où ton collègue mange des chips à 14h30. Allez, on commence. Et reste jusqu'à la fin, parce que l'étape 5 est celle que 99% des gens ignorent complètement, et c'est probablement la plus importante. Avant de te donner les techniques, je dois t'expliquer quelque chose. Parce que si tu comprends pourquoi ton cerveau fait ça, les solutions vont sembler évidentes. Voici la vérité brutale. Ton cerveau n'a pas évolué pour se concentrer sur une seule chose. Pendant 200 000 ans, nos ancêtres survivaient en restant constamment alertes. Un bruit dans les buissons, une ombre qui bouge, une odeur bizarre. Ceux qui se focalisaient trop longtemps sur une seule chose mouraient mangés par un lion. L'inattention, c'était une stratégie de survie. Le problème? Aujourd'hui, tu essaies de lire un chapitre de droit constitutionnel, et ton cerveau traite toujours chaque notification de téléphone comme un potentiel prédateur à détecter. Et il y a pire. Les applications que tu utilises, Instagram, TikTok, YouTube, même les messages, sont conçues par des équipes de centaines d'ingénieurs dont l'unique mission est de capter et maintenir ton attention. Ils ont des PhD en psychologie comportementale, des algorithmes qui apprennent tes patterns, des milliards de dollars de R&D. Et toi, t'essaies de résister à tout ça avec de la volonté pure. C'est comme participer aux Jeux Olympiques avec des tongs. La volonté ne suffit pas. Il faut un système. Et voilà exactement ce système. La première erreur que font 90% des gens, c'est d'essayer de résister aux distractions. Ils posent leur téléphone face en bas. Ils ouvrent un onglet Quote 2. Et ils comptent sur leur cerveau pour ignorer tout le reste. Ça ne marche pas. Et voilà pourquoi. Il y a un concept en neurosciences qui s'appelle l'effet rebond de la pensée, démontré par le psychologue Daniel Wegner dans une expérience célèbre. Il demandait à des gens « Ne pensez pas à un ours blanc ». Résultat, ils pensaient à l'ours blanc toutes les 30 secondes. Quand tu te dis quote 5, ton cerveau enregistre quote 6. Et il revient dessus en boucle. La solution n'est pas la résistance, c'est l'élimination physique. Voici le protocole exact. Niveau 1. Le téléphone sort de la pièce. Pas dans ta poche, pas sur le bureau retourné, dans une autre pièce. Une étude de l'Université du Texas à Austin a montré que la simple présence d'un téléphone, même éteint, même retourné, réduit les capacités cognitives disponibles. Ton cerveau utilise de l'énergie mentale juste pour ne pas le regarder. Niveau 2. Le navigateur devient stupide.
Si tu dois travailler sur ordinateur, utilise un bloqueur comme Cold Turkey ou Freedom. Pas pour les réseaux sociaux seulement, pour tous les sites non essentiels. Et choisis une durée fixe, pas Quotset, parce que ton cerveau trouvera toujours une bonne raison de s'arrêter. 1 heure, 2 heures, un bloc fixe. Niveau 3. Crée un signal physique à ton cerveau. Ce point est sous-estimé en France, mais les Japonais l'utilisent depuis des siècles dans la pratique du ma, l'espace qui donne du sens à ce qui l'entoure. Avant de commencer, fais un geste rituel spécifique. Même chose à chaque session. Tu ranges ton bureau, tu mets tes écouteurs, même sans musique, tu places ton verre d'eau à gauche. Ce rituel envoie un signal clair à ton système nerveux. Mode travail activé. Avec le temps, ce geste devient un déclencheur automatique de concentration. Le principe des fenêtres fermées, c'est simple. Tu ne construis pas une forteresse mentale contre les distractions. Tu leur fermes la porte avant même qu'elles arrivent. T'as sûrement entendu parler de la méthode Pomodoro. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Répétez. C'est bien. C'est prouvé. C'est mieux que rien. Mais il y a un problème fondamental. 25 minutes, c'est trop court pour atteindre ce que les chercheurs appellent l'état de flow. Le psychologue hongrois Mihaly Csikszentmihalyi, oui, je vais essayer de le prononcer comme il faut, a passé 30 ans à étudier les états de concentration maximale. Chirurgien en salle d'opération, musicien de jazz en improvisation, alpiniste sur parois verticales, programmeur à 3 heures du matin. Sa conclusion ? Il faut en moyenne entre 15 et 23 minutes pour que le cerveau entre dans l'état de concentration profonde. Avec la méthode Pomodoro classique, tu passes 23 minutes à entrer dans le flow et tu t'arrêtes 2 minutes plus tard pour ta cote 8. Puis tu recommences à 0. C'est comme chauffer un moteur, puis couper le contact dès qu'il est chaud. La méthode des blocs asymétriques, c'est différent. Elle ressemble à ça. Bloc 1, 15 minutes. Mise en route. Pas de pression. Tu lis, tu révises, tu reprends où tu en étais. L'objectif n'est pas la performance, c'est d'entrer dans l'état. Bloc 2, 45 minutes. Travail profond. T'es dans le flow. Ici, tu produis vraiment. Tu mémorises, tu comprends, tu avances. Pause, 10 à 15 minutes. Mais pas n'importe quelle pause. Je t'explique juste après. Répétez. Mais maximum 3 cycles par session. Au-delà, les rendements décroissent drastiquement. Total, une session de 2h15 qui produit plus que 5 heures de travail fragmenté. Pourquoi ça marche mieux pour une audience française en particulier ? Parce que nous avons une culture du grand geste. On se dit « je vais travailler toute la journée ». Et quand on ne tient pas, on culpabilise et on abandonne. Les blocs asymétriques donnent des victoires rapides et réalistes, ce qui est bien plus adapté à la psychologie humaine réelle que l'idéal de la cote 11. Parlons des pauses. Parce que là, t'es probablement en train de faire exactement ce qu'il ne faut pas faire. Quand la majorité des gens font une pause, ils font quoi ? Ils ouvrent Instagram, ils scrollent TikTok, ils regardent Code 12 sur YouTube. Et là, ils se demandent pourquoi ils ont du mal à se remettre au travail après. Voici ce que la science dit vraiment sur les pauses. Ton cerveau, pendant un travail cognitif intense, accumule 2 choses. De l'adénosine, la molécule de la fatigue mentale, et du cortisol, l'hormone du stress. Ces deux-là ensemble créent ce sentiment de quote 13 après quelques heures de travail. Mais voici le point crucial. Les écrans ne font pas baisser ces niveaux. En réalité, les contenus courts et stimulants, Reels, Shorts, Tweets, augmentent le cortisol, parce qu'ils activent les mêmes circuits de récompense rapide que le travail intense. Tu crois que tu te reposes, mais ton cerveau continue de sprinter. La pause active, c'est autre chose. Voici 3 types de pauses qui font vraiment baisser l'adénosine et le cortisol, et qui te permettent de repartir plus fort. Pause physique courte, 5 à 10 minutes de mouvement léger, pas une séance de sport complète, juste marcher dans ton appartement, faire quelques étirements,
ouvrir la fenêtre et respirer dehors. Même chose que le footing de midi dont beaucoup de Parisiens ne réalisent pas à quel point c'est cognitivement stratégique. Le mouvement augmente le flux sanguin vers le cortex préfrontal, la zone de la concentration, de jusqu'à 30%. Pause sensorielle. Assieds-toi, regarde par la fenêtre, un mur, le ciel. N'importe quoi qui ne demande pas d'interaction. Le cerveau entre en mode réseau par défaut. Le même état que sous la douche quand t'as des idées brillantes. C'est pas du vide, c'est de la consolidation. Ton cerveau trie les informations que tu viens d'apprendre. Micro-sieste. Oui, vraiment. 10 à 20 minutes, pas plus. La NASA. Oui, la NASA a démontré qu'une sieste de 26 minutes améliorait les performances cognitives de 34% et la vigilance de 54%. En France, on a une relation compliquée avec la sieste. Culturellement, elle reste associée à la fainéantise. Mais Salvador Dali faisait des micro-siestes en tenant une clé dans sa main. Dès qu'il s'endormait vraiment, la clé tombait et le réveillait, le laissant dans cet état hypnagogique ultra créatif. C'est ce qu'il appelait Quote 15, utilisable entre deux blocs de travail. Le principe fondamental, ta pause doit recharger, pas distraire. Si t'arrives jusqu'ici et que tu vois la logique derrière tout ça, laisse un commentaire avec quote-16- pour me dire que t'as compris. Et si tu veux plus de contenu comme celui-là, l'abonnement prend 2 secondes et ça m'aide vraiment à continuer à en faire. Maintenant, on entre dans le vrai territoire de l'élite. Parce que les athlètes de haut niveau ne commencent pas une compétition en claquant des doigts. Ils ont un rituel de préparation mentale, un échauffement cognitif. Et toi, avant de travailler, tu fais quoi exactement? Tu t'assieds et tu espères que la concentration arrive toute seule? Le priming cognitif, c'est l'art de préparer ton cerveau à se concentrer avant même de commencer à travailler. Et ça fait une différence massive sur la qualité de ton attention dès les premières minutes. Voici le protocole en 3 phases que j'appelle la séquence AIM. A. Ancrage, 2 minutes. Avant de commencer, pose-toi une seule question et écris la réponse sur papier. Quote 17. Pas une liste de 15 choses, une phrase, un objectif précis. Pourquoi c'est crucial? Le cerveau humain fonctionne beaucoup mieux avec des objectifs concrets à court terme qu'avec des objectifs vagues à long terme. Quote 18. Ne mobilise pas les mêmes ressources cognitives que quote 19. La précision crée de la traction mentale. 1. Intention. 1 minute. Ferme les yeux. Respire lentement pendant 60 secondes. Pas de méditation compliquée, juste 60 secondes de silence intentionnel. Cette micro-pratique, issue des travaux du neuroscientifique Andrew Huberman à Stanford, permet de basculer le système nerveux du mode sympathique, alerte, réactif, au mode parasympathique, calme, réceptif. C'est la différence entre un cerveau qui court et un cerveau qui travaille. M. Momentum. 5 premières minutes. Ne commence pas par la tâche la plus difficile. Commence par une tâche facile, familière, qui te met en mouvement. Relis tes notes de la session précédente. Fais un résumé de mémoire de ce que tu sais déjà. Réécris les définitions que tu connais. Pourquoi? Parce que le cerveau suit la loi du momentum. Une fois en mouvement, il est beaucoup plus facile de continuer à avancer. Tu ne démarres pas un moteur froid en 5e vitesse. La séquence AIM, c'est 8 minutes maximum, et ces 8 minutes peuvent tripler la qualité de tout ce qui suit. Voici l'étape dont je t'ai parlé depuis le début, celle que personne ne connaît vraiment. En 1927, une psychologue lituanienne nommée Bluma Zeigarnik remarque quelque chose d'étrange dans un café de Berlin. Les serveurs se souvenaient parfaitement de toutes les commandes en cours. Qui avait commandé quoi? Les modifications, les demandes spéciales.
Mais dès qu'une table payée est partée, ils oubliaient tout instantanément. Elle lance une série d'expériences et découvre ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet Zeigarnik. Le cerveau humain consacre de l'énergie cognitive en continu aux tâches inachevées. Une fois la tâche terminée, il libère cette énergie. C'est pour ça que tu penses à un film que t'as pas fini, que tu rumines une conversation qui s'est mal passée, que tu te souviens mieux d'un problème de maths que t'as pas résolu que d'un exercice que t'as bouclé. Maintenant, voici comment utiliser ça à ton avantage pour la concentration. Technique 1. Le démarrage incomplet. Ne commence jamais une session en partant de zéro. Toujours laisser une tâche en cours à la fin de chaque session de travail. À la fin de tes 2 heures, arrête-toi au milieu d'un paragraphe, au milieu d'une démonstration, au milieu d'une idée. Pourquoi ? Parce que le lendemain, ton cerveau aura passé la nuit à traiter cette tâche inachevée. Et quand tu reprendras, tu seras déjà en mode concentration. Tu n'auras pas à démarrer à froid. Ernest Hemingway faisait ça systématiquement. Il s'arrêtait toujours d'écrire au milieu d'une phrase pour toujours savoir comment commencer le lendemain. Technique 2. La liste des pensées parasites. Voici une réalité que tu connais bien. Tu travailles. Et soudain, ton cerveau te dit « N'oublie pas d'appeler maman » ou « Il faut que je réponde à ce mail » ou « Tiens, est-ce que j'ai bien payé ma Navigo ?» Ces pensées n'arrivent pas au hasard. Ce sont des tâches inachevées qui cherchent de l'espace cognitif. La solution est toujours un carnet ouvert à côté de toi ou une note sur ton ordinateur. Dès qu'une pensée parasite arrive, écris-la en une ligne. C'est tout. Ce geste dit à ton cerveau « bas, cote, bas, 24, bas, bas, bas ». L'effet Zeigarnik se retourne. La tâche est enregistrée. Donc le cerveau la classe comme « en attente » et cesse de la faire tourner en boucle. En moyenne, les gens qui utilisent cette technique rapportent une réduction de 40% des pensées intrusives pendant leur session de travail. Technique 3. Le prochaine action de fin de session. Avant de fermer ton bureau, écris sur un post-it ou une note « La prochaine chose que je ferai, c'est… » Une action précise, concrète, micro. La prochaine chose que je ferai, c'est relire les pages 47 à 52 et surligner les définitions. Pas continuer à réviser. Une action spécifique. Cette technique issue du système GTD, Getting Things Done, de David Allen, réduit drastiquement la charge cognitive du démarrage. Tu n'as plus à décider quoi faire, tu sais déjà. Et démarrer une chose qu'on sait déjà faire demande 70% moins d'énergie mentale que démarrer quelque chose qu'on doit encore planifier. Dernier élément, et pas des moindres. La grande majorité des gens travaillent soit dans le silence total, soit avec de la musique qu'ils aiment. Et les deux sont des erreurs. Voici pourquoi. Le silence total n'est pas optimal pour la majorité des cerveaux. Une étude publiée dans le Journal of Consumer Research, Ravi Mehta, Rui Zhu, Amar Chima, a démontré qu'un niveau sonore ambiant modéré, autour de 65 à 70 décibels, soit le bruit d'un café, améliore les performances sur les tâches créatives et cognitives complexes par rapport au silence complet. Le silence absolu crée une hypersensibilité au bruit résiduel. Un voisin qui tousse, une voiture dehors, le frigo qui ronronne. Chaque son devient une distraction. La musique que t'aimes n'est pas mieux. Quand t'écoutes ta playlist préférée, ton cerveau active les mêmes circuits que lorsqu'il traite un texte. Il analyse les paroles, anticipe les mélodies, associe des souvenirs aux chansons. Tu crois que t'es en train de travailler, mais une partie significative de ta bande passante cognitive est occupée par Angel ou PNL. Alors qu'est-ce qui marche ? Le bruit blanc et ses variantes. Il en existe plusieurs, avec des effets différents. Bruit blanc pur, son de fan, bruit de pluie, statique. Idéal pour la mémorisation et les tâches répétitives. Il masque les bruits environnants sans activer les circuits d'analyse. Bruit brun. Son grave, grondement sourd, cascade.
préféré par les personnes ayant un TDAH ou une tendance à cote 31. La fréquence basse ralentit les patterns de pensée dispersés. Bruit rose, fréquence intermédiaire, pluie légère, vent dans les arbres. Associé à une amélioration de la mémoire pendant le sommeil, mais aussi à la concentration sur les tâches analytiques. Pour les étudiants français qui aiment travailler en café, et c'est culturellement ancré, de Saint-Germain-des-Prés à n'importe quel Starbucks de la rue de Rennes, tu peux recréer cet effet chez toi avec des sons de café disponibles gratuitement sur YouTube ou sur des sites comme Coffeetivity. La règle des 15 Hz. Une dernière astuce, moins connue mais validée par plusieurs études de neurofeedback. Écouter des sons binaural beats dans la gamme bêta, 13 à 30 Hz, pendant le travail cognitif, intensifie l'état d'alerte focalisé. La technique est simple. 2 fréquences légèrement différentes dans chaque oreille créent une fréquence underscore underscore quote underscore 32 underscore underscore que ton cerveau perçoit et qui synchronise son activité électrique. Cherche underscore underscore quote underscore 33 underscore underscore sur YouTube. Utilise des écouteurs. Et travaille. Beaucoup d'étudiants en classe préparatoire, Cagnes, HEC, Sciences Po, qui ont adopté cette technique rapportent une capacité à maintenir la concentration pendant 90 minutes à 2 heures sans effort conscient, contre 20 à 30 minutes auparavant. J'ai une dernière chose à te dire, et c'est peut-être la plus importante. On vit dans une société qui glorifie la suractivité. J'ai pas le temps, je suis débordé, je dors 5 heures. Ce sont devenus des badges d'honneur. Et quelque part, dans tout ça, on a confondu être occupé avec être efficace. Mais voici la vérité que les chercheurs en sciences cognitives répètent depuis des décennies et que l'économie de l'attention ne veut pas que tu entendes. La concentration profonde est la compétence la plus rare et la plus précieuse du XXIe siècle. Cal Newport, professeur à Georgetown et auteur de Deep Work, le formule ainsi. Dans une économie où l'attention est constamment fragmentée, la capacité à se concentrer profondément pendant des heures n'est pas juste un avantage personnel, c'est un avantage compétitif massif. Les gens qui maîtrisent leur concentration produisent en 4 heures ce que les autres produisent en 10. Et ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de talent inné, c'est une question de pratique, de système et de compréhension de comment ton cerveau fonctionne réellement. Tu vis à une époque où tout le monde se bat pour ton attention. Les entreprises les plus riches du monde, Meta, Google, ByteDance, investissent des milliards pour te garder distrait. Récupérer ton attention, c'est un acte de résistance, un acte de liberté, et peut-être le plus grand cadeau que tu puisses te faire à toi-même. Voilà, tu as maintenant les 6 étapes du protocole complet. Récapitulatif rapide, parce que ton cerveau aime les structures claires. 1. Fenêtre fermée. Élimine les distractions physiquement avant même qu'elles existent. 2. Bloc asymétrique. 15 minutes de mise en route, plus 45 minutes de deep work, plus pause active. 3. Pause active. Mouvement sensoriel ou micro-sieste. Jamais d'écran. 4. Priming AIM. Ancrage, intention, momentum. 8 minutes avant chaque session. 5. Effet Zeigarnik. Démarrage incomplet, liste des pensées parasites, prochaine action précise. 6. Environnement sonore. Bruit blanc, brun ou binaural beats. Pas de musique avec parole. Maintenant, j'ai une question pour toi. Ferme les yeux une seconde. Imagine que dans 6 semaines, tu travailles 3 heures d'affilée sans regarder ton téléphone une seule fois. Tu comprends vraiment ce que tu lis. Tu retiens vraiment ce que tu révises. Tu finis ta session et tu te sens bien. Pas épuisé, pas coupable, pas frustré. Comment ta vie changerait? C'est possible. Et maintenant, tu sais exactement comment y arriver.
La seule question qui reste, c'est est-ce que tu vas le faire? Si tu veux qu'on aille encore plus loin, j'ai une prochaine vidéo en préparation sur comment mémoriser 3 fois plus vite en utilisant les mêmes principes neuroscientifiques. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas la rater. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose de concret, un like, ça m'aide énormément à la diffuser à d'autres personnes qui en ont besoin. Ça prend 2 secondes et ça change vraiment quelque chose. On se retrouve très vite et d'ici là,